on va passer au premier sujet. Alors, on est sur le premier sujet, donc on va appeler ce sujet-là euro numérique versus argent liquide. Parce qu'il se passe de drôles de phénomènes actuellement et la population commence à réagir à ces annonces qui étaient annoncées à peu près il me semble que ça a commencé il y a 2-3 ans. Ça semblait assez vague encore à Ça l'époque. semblait encore assez vague, donc les gens se préoccupaient pas, mais il commence à avoir du mouvement actuellement sur les effets d'annonce de l'euro numérique. Donc ici, on est sur le service public français, hein, qui nous explique le paiement en espèces, euh, les limites de l'argent, enfin le montant maximum qu'on peut dépenser avec de l'espèce. On sent déjà qu'il y avait déjà, ça fait déjà un petit moment, c'est à peu près 8 ans, mais ça c'était dans le but pour le blanchiment d'argent. Il y avait un palier qu'on ne pouvait pas dépasser, c'est une question de sécurité pour le contrôle, éviter justement les grands détournements d'argent et l'intraçabilité des grandes ventes, avant tout. Donc on voit que ici, le montant du paiement en espèces entre particuliers, achat de voiture par exemple, n'est pas limité. Un écrit est nécessaire au-delà de 1500 euros pour prouver les versements. Donc il y a pas de limite, mais il y a une contrainte. Il faut être deux particuliers qui participent à la transaction, à l'envoi et à la réception. Dans plusieurs cas, le paiement en espèces ne peut pas dépasser certains montants. Règlement des impôts et taxes, le paiement en espèces au guichet des centres de finances publiques est limité à 300 euros. Ah, ça c'est magnifique ça. Ça c'est pourquoi? Ouais, c'est pour éviter d'avoir la tentation de la corruption du fonctionnaire. Tu glisserais un billet de 4, tu rajouterais un billet de 100 et tu te dirais, ah non, 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 je prends pas cet argent, je suis un citoyen. C'est un fait assez intéressant parce que finalement, l'État a peur de ses citoyens, mais aussi de ses fonctionnaires. Il se méfie de tout le monde. Ça doit être donc ça la menace intérieure. Non, la menace intérieure, c'est Le paiement à un professionnel, le paiement en espèces d'un particulier à un professionnel ou entre professionnels est autorisé jusqu'à 1000 euros. Donc, le dernier iPhone, c'est mort, tu peux pas l'acheter en espèces. Non, non, il faut l'acheter à un store officiel. Bah oui, tu peux l'acheter à un store officiel, mais si tu veux le payer en espèces, tu pourras pas l'acheter en espèces. Tu seras obligé d'utiliser ta carte de crédit. Ou celle de tes parents. Ou celle de tes parents. De ton tuteur légal. Tu viens voir tes parents, tu leur donnes 1000 euros et tu dis, achetez-moi l'iPhone. Par contre, ça peut être intéressant. Ce plafond est relevé à 15 000 euros si votre domicile fiscal est à l'étranger et que vous réglez une dépense personnelle. C'est le cas, par exemple, pour l'achat d'un véhicule à usage privé. Ouais. Alors, il faudrait être à l'étranger pour pouvoir pleinement profiter du système français. C'est contre-productif. Mais apparemment, on se méfie des Français et des travailleurs français, mais pas des investisseurs étrangers. Non, pas des Français résidant à l'étranger. Alors que ce sont sûrement pas ce sont de très bons Français. Mais pourtant, l'État leur rend tellement si bien quand ils sont à l'étranger. Ils versent une larme à chaque fois qu'ils pensent à la France. Quand est-ce que je vais revenir? Euh, Ici, on peut voir la volonté, par exemple, de l'État avec un graphique issu de Statista, l'évolution du nombre de DAB, donc les distributeurs automatiques de billets. En France, entre 2012 à 2022. Donc sur une dizaine d'années. Alors, ah, il veut pas me le montrer. Ah, on voit que c'était haut. On voit les trois premiers points qui On va, indiquent qu'il y en avait à peu près. on va retrouver un graphique. Ah, c'est ça. Ah ben voilà. C'est ce qu'on voyait. Donc c'était ce graphique que vous voyez ici. Donc on voit On passe de à peu près 60 000 en 2012 à peu près 40 000 en 2022.
Ce qui fait une diminution quand même de 33%. Oui, c'est colossal, ça. Peut-être que les Français dépensent beaucoup moins d'argent, tout donc ils ont dit dépensons pas d'argent. Tu penses? Non, non, je pense au contraire que l'appel de Vandame a retiré l'argent les a fait flipper. C'était ces années-là. Pour ceux qui ne savent pas, Vandame avait appelé à dévaliser les banques dans le sens qu'on allait tous ensemble aux distributeurs, qu'on retirait toutes nos économies et que c'est les banques qui alors seraient dans la merde. Bah, dans les faits, Les banques c'est loin d'être con. sont les seuls qui ont pris cet appel au sérieux parce que visiblement, elles coupent l'accès aux billets en France. Gobelin nous envoie. Il y a, alors, il va falloir revenir au troc ou au lingot. Mhm. Il y a aussi une volonté de compliquer les échanges entre particuliers, ou au moins les tracer. Oui, ben c'est ça, parce que les échanges entre particuliers sont difficilement traçables et donc contrôlables. J'ai rien d'autre à ajouter. T'as tout dit. Voilà. Euh... Seulement 43% des Français font confiance aux banques. Donc, en fait, tu sens déjà que c'est orienté. Oui, Quand tu prends la minorité comme titre, c'est qu'on oriente c'est l'affirmation. on oriente déjà l'article. Là. Donc, donc, ce qu'il faut en conclure, c'est que 57% des Français ne font pas confiance aux banques. Là, ça me rappelle les sondages pour le gouvernement. La France est l'un des rares pays occidentaux à ne pas subir de faillite d'une de leurs banques durant la crise financière. Ça date de... Oh, c'est récent quand même. Oui, c'est récent, c'est une Ça ne source. veut pas pour autant dire que les Français ont davantage gardé confiance au système bancaire que leurs voisins. Une étude proposée par le cabinet Deloitte et Harris Interactive est menée entre décembre et janvier dernier auprès de 3189 clients des 10 plus grandes banques françaises de détail le confirment. Ils sont en effet seulement 43% à croire encore aux banques, contre par exemple 62% des Britanniques, 67% des Belges et même 57% des Américains. Une défiance plus importante encore chez les plus de 50 ans. Il se justifie selon eux par le manque de disponibilité et de réactivité des représentants et de banques et de finances en général, mais aussi de compréhension face aux accidents de la vie de leurs clients comme elles-mêmes en ont récemment subi. Alors ça, c'est un fait qui est vrai. Mmh. Parce que, étant donné que les plus de 50 ans sont ceux qui ont le plus gros capital en France, Ouais. plus grosse épargne Mmh. actuellement. Donc, les jeunes actifs n'ont pas vraiment de ressources, donc ne se rendent pas vraiment compte des moves et de l'évolution des banques quand tu disposes de l'argent sur ton compte. Mais il faut savoir que maintenant, systématique, quand tu veux retirer de l'argent, on te demande des justificatifs. Les banquiers te demandent qu'est-ce que tu fais avec ton argent. Il l'exige pour pouvoir te prêter l'argent que tu... C'est ça. Pour récupérer l'argent que tu as. C'est pas pour un C'est prêt, ça. c'est pour juste... J'ai été pour confronté, retirer ça. moi-même personnellement, j'ai déjà été confronté plusieurs fois, même si plusieurs fois à ce problème face aux banques. Il faut justifier ce que tu fais de ton argent devant la banque. Donc, je prends des choses assez cocasses. On parle notamment de sextour dans les pays de l'Est, comme excuse. Donc ça, c'est les J'ai le droit d'avoir mon argent, j'ai donné un justificatif. Donc tu vois, on en est là. Mais t'imagines ce qui se passerait s'il fichait alors ce genre d'informations. Il le fiche. Il le fiche. Tu te fais une réputation pour toutes les banques. Il écrit le prochain guide Michelin. Tour d'Europe des meilleures résidences publiques. Et pas que, même quand tu veux faire des transferts, ils font des ralentissements volontaires. En fait, tout est fait pour rendre la vie compliquée aux gens. Ce qui fait que maintenant, effectivement, le moyen le plus simple pour les gens, c'est vraiment pour les plus de 50 ans, de revenir énormément au cash. Ouais. Stocker directement l'argent chez eux. Donc, la confiance des Français envers leur propre banque est elle aussi touchée puisque 44% d'entre eux ne le recommanderaient pas à leurs proches. Voilà, ça montre. Puis ici, tu vois, il y a une mutation en ce moment dans les banques. C'est-à-dire qu'avant, tu avais des guichets. Oui. Des guichets ouverts, tu avais un petit conseiller. Et le problème, c'est qu'on est en train d'arriver où tu les vois tous avec des casques. C'est valable aussi dans les assurances. Quand tu vas dans les bureaux d'assurance, tu vois les gens, ils sont tous avec des casques. On a l'impression qu'on est face à des traders alors que c'est des petits agents au service de la banque, tu vois. Ils sont payés à la commission, donc
Enfin, ils ont comprimé à la commission. Donc pour eux, il faut un maximum de clients et c'est plus rentable pour eux d'expédier les clients vite fait. Et ils diminuent en ce moment la nouveauté des banques, c'est de diminuer les ressources dans les DAB. Mais ils disent, il y a toujours la solution de voir ton banquier. Donc le banquier, comme il est plus présent, il faut prendre un rendez-vous avec lui. Mais ils prennent plus que des rendez-vous qu'une fois par semaine ou une demi-matinée. Oui. Ce qui fait que tout le monde se rue et ça prolonge le truc de 2-3 semaines si tu as besoin d'argent direct. Tu leur exposes le problème et ils sont complètement déconnectés. Genre, ils te regardent un peu, désolé mec, mais la société, elle fonctionne comme ça, tu vois. Là, t'as juste envie de lui dire, c'est mon argent, quoi. Voilà. On a changé les règles depuis qu'on a ouvert un compte en banque. Ces dernières années, c'est de plus en plus difficile d'avoir accès aux mêmes services bancaires que l'on avait il y a 5, 7, 10, 15 ans. Les règles ne devraient pas changer quand le temps évolue. Donc, face à cette grande défiance, le cabinet Deloitte propose plusieurs solutions, que les tarifications soient plus clairement annoncées et affichées, mais aussi plus justes, et que les banques soient plus attentifs aux situations personnelles de leurs clients. Chose C'est une bonne recommandation. Mais oui. c'est... Oui, parce que ça aussi, les frais cachés, alors ils t'augmentent, ils te blindent de produits gratuits que t'as pas demandé, et après ils te les facturent comme payants. Ça, c'est aussi la nouveauté des banques. Ils sont inspirés du monde des assurances. Oui, c'est ça. D'ailleurs, maintenant les banques depuis quelques années se mettent à vendre des assurances. Donc, ces derniers sont eux très attentifs à la personnalisation de leur établissement bancaire. Ils n'aiment pas que leurs interlocuteurs, conseillers et ou agents, dont ils reconnaissent le professionnalisme, changent trop souvent. Ça c'est vrai, toutes les 2 semaines maintenant, le conseiller change. Ça en devient tu dis, t'as même pas le temps de pouvoir créer un lien avec ton banquier. C'est précisément pour ça. C'est pour éviter de créer un lien avec le banquier. Oui, c'est volontaire. C'est volontaire. De toute façon, je pense que il y a une stratégie derrière qui dit pas son nom, parce que ce sont des faits qui se vérifient dans le réel. Tu vois, en tant que tout consommateur qui m'écoute peut attester aussi. Il y a forcément eu des problématiques par rapport à celles que j'ai évoquées, quoi. Et d'autre part, 10% des personnes interrogées souhaitent tout simplement changer de banque. Et vous? Le problème, c'est que oui, bon, après, il y a des banques. Moi, si j'ai un conseil à donner, allez plutôt sur les banques sociétaires, plutôt que les banques, tu sais, qui sont des grosses banques. Des banques qui sont des sociétés anonymes, tu vois, qui ont des gros capitals. Parce que justement, on voit encore une différence de qualité de service entre les banques sociétaires et une différence comme pour l'artisanat et l'industriel. La qualité du service client est beaucoup plus grande pour les banques plus petites. Et elles le savent en plus, elles commencent à miser là-dessus. Donc maintenant, on va regarder un court reportage d'Europe 1 sur justement le fait que l'argent liquide est quand même, pour l'instant, le moyen le plus utilisé en France. C'est le moyen préféré et le plus utilisé. Alors que c'est en même temps celui qui est le plus brimé. On l'a vu sur le site du gouvernement français. C'est celui qu'on essaie le plus de limiter. Nicolas Bouzou. Bonjour, mon cher Nicolas. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors ce matin, Nicolas, vous vous intéressez à cette étude qui montre que l'argent liquide reste le moyen de paiement le plus utilisé en France. Et comme on dit, Nicolas, c'est un peu contre-intuitif, hein. Ouais, c'est la Banque de France qui vient de sortir cette étude en se basant sur des données de la Banque Centrale Européenne. C'est intéressant parce que c'est la première enquête réalisée sur ce sujet depuis la période du Covid, qui était une période où on a beaucoup utilisé le paiement en ligne, le paiement sans contact. Alors, comme vous l'avez dit, hein, Lionel, l'enseignement le plus frappant de ce travail, c'est que l'argent liquide résiste incroyablement bien, puisque en 2002, ce sont 50% de nos achats qui sont encore effectués en cash. Alors c'est vrai que cette part recule, on était à 68% en 2016, mais enfin bon, la vérité c'est que pour nos concitoyens, régler en espèces et en billets, eh bien ça reste la norme. Ça a l'air de vous étonner, Nicolas. Écoutez, un peu, alors à titre personnel, j'utilise presque jamais de liquide. Ça montre que ces études sont nécessaires. On peut pas extrapoler ce qu'on voit dans nos vies privées. Les paiements par carte représentent 43% des transactions, les chèques par virement 4% et les
paiement par mobile, que j'utilise beaucoup à titre personnel, Ouais. seulement 2%. Alors, pourquoi est-ce que les Français adorent le liquide? Justement, la Banque de France leur a posé la question. 43% des personnes interrogées répondent parce que ça permet des règlements rapides. Bon, cette dernière réponse est pas très convaincante parce que le paiement sans contact est encore plus rapide. Oui, c'est vrai. Mais 43% à la même proportion expliquent que les paiements en argent liquide préservent l'anonymat et la vie privée. Ah oui, tiens, donc c'est par souci d'anonymat que les Français aiment le cash. Ouais, absolument. Alors on peut y voir une volonté libérale d'acheter ce qu'on veut sans que personne le voie. Je trouve ça à titre personnel plutôt sympathique. Le liquide est un espace de liberté individuelle à préserver. Ça montre que cette question n'est pas simplement une question technique. La question, la capacité à payer en espèces, c'est aussi une question sociale, politique. Puis le liquide, c'est inclusif. Tout le monde peut l'utiliser, même les gens qui n'ont pas de banque, même ceux qui n'ont pas de smartphone. Ouais. Bon, ça veut dire que sans doute, contrairement à ce qui s'est fait dans certains pays scandinaves, on ne pourra jamais supprimer le cash en France et il ne faudra jamais tenter de le supprimer. Ça déclencherait des mouvements sans doute pires que les gilets jaunes. Oui, effectivement, c'est pas le moment. Merci Nicolas Bouzou. À À demain. demain. Alors, Beaucoup de choses dites. beaucoup de choses dites, Mhm. notamment que, en fait, ça reste les moyens. Les payants mobiles ne trouvent pas Ça prend pas en France. leurs clients en France. Mhm. On voit que les paiements en ligne, l'e-commerce sont beau fixe, mais ça, je pense, doit être un effet Covid, post-Covid, qui a démocratisé, on va dire, Le paiement dématérialisé. le paiement en ligne, en fait, tout Voilà. simplement. C'est parce que quand il y a eu le Covid, il y a eu plusieurs choses qui sont passées comme une lettre à la poste. L'explosion justement des paiements par Internet, le télétravail, plusieurs choses comme ça. Et ceux qui avaient misé là-dessus, justement, se sont frottés les mains et espéraient que la tendance continue après le Covid. Ils pensaient que les gens y prendraient goût. Mais justement, les gens sont revenus ensuite à leurs anciennes habitudes. Le paiement en liquide a quand même trop d'avantages pour pouvoir le délaisser aussi facilement. Le paiement par téléphone en France, c'est aussi assez spécial parce que faut avoir l'application qui va avec sur le portable, il faut que ce soit de l'argent qu'on a déjà sur le compte, et aussi il faut partir du principe qu'on ne se fait pas voler le portable. Alors qu'en France, c'est assez facile de se le faire piquer. Non, et puis aussi, chose qu'il faut relever, c'est vraiment ce qui fait peur, ce qui est vraiment, en fait, très attaché aux Français. Ce qu'on voit, c'est surtout leur anonymat. Oui, Leur- la leur- liberté de dépenser sans être contrôlé. Même tout simplement, je pense, tu vois, je pense pas, tu vois, qu'il y ait 57% de fraudeurs, tu vois. Non, Tu vois. il s'agit peut-être aussi... Je pense que, tu vois, même dans la plupart de ces gens, ces gens n'ont rien à cacher, en fait. Je pense il y a un droit d'honneur sur la vie privée, en fait, en France. Et l'argent liquide est un témoin de ça, en fait, tout simplement. Oui, les gens ne veulent pas de l'anonymat pour faire quelque chose de malhonnête, ils le veulent par principe, pour une forme de liberté. L'anonymat est une valeur en tant que soi, en fait. Donc, on va continuer sur Ficoba. Alors, qu'est-ce que Ficoba? C'est le fichier des comptes bancaires. Donc, le fichier national des comptes bancaires est assimilé. Ficoba liste tous les comptes bancaires ouverts en France, compte courant, compte d'épargne, compte titre, etc. Ficoba liste également les coffres-forts loués en France. Vous voulez vérifier les informations listées dans le fichier, nous vous expliquons qui peut y accéder, comment en faire la demande et quelles démarches vous devez respecter pour rectifier les informations du fichier. Donc, bon, le fait de faire des données sans que tu... Et donner ton accord au préalable. Voilà, sans que tu aies donné ton accord au préalable, est-ce que c'est vraiment compatible avec la fameuse circulaire de 2018 sur la RGPD tu sais ce que c'est la RGPD? Non, rappelle-moi s'il te plaît. C'est la loi en fait qui Garantit le respect de tes données privées. des données privées, voilà. Mmh. Donc, et notamment les données bancaires font partie de ce qu'ils considèrent dans la circulaire de la RGPD comme des données sensibles. Mmh.
Comme les données de santé, les données bancaires. Les données bancaires sont soulignées dans dans ce document, dans la RGPD. Oui, Alors effectivement, c'est pas compatible. La liste, la FICOBA, on n'a pas l'air, c'est pas dit qu'on doit y souscrire. Il dit ah qu'il non, 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 il fait de lui-même. personne n'a souscrit, c'est eux. Mhm. Il y a même eu une volonté euh, d'aller plus loin, c'est d'avoir l'historique en temps réel qui a été avorté, ce qu'ils appellent le FICOBA 3. Donc il y a une volonté de dynamiser cette donnée. Oui. Parce qu'il faut savoir que depuis à peu près 2014-2015, la France est rentrée dans un système justement commun avec ce fameux FICOBA. Ils ont repensé l'infrastructure parce que il y avait beaucoup de bugs d'interface sur le logiciel, c'était pas forcément très très bien, et parce que en fait c'était quasi inefficace. Bonjour Momoji. Bonjour. Donc Bienvenue sur notre Twitch. On est en train de parler justement du fait que l'argent liquide est en train de se faire retirer progressivement de la France et pourquoi est-ce qu'ils veulent qu'on passe tous au paiement dématérialisé. c'est ça. Et donc le fameux fichier FICOBA. Il faut savoir que toutes les administrations maintenant recueillent toutes tes données. Mhm. Ce qui est normal, ils les enregistrent normalement en données internes. Sauf que ces données sont intracommunautaires avec les autres, intraconnectées avec les autres services de service public. C'est-à-dire que la CAF communique avec la sécurité sociale communique avec le fisc. Alors c'est centralisé et en même temps redistribué comme information. On dirait que tout le monde y a accès en fait. C'est ça, À part nous, moi je sais pas que j'avais accès à ça et que ça existait. tu vois. Mhm. Et le problème, c'est que il y a des dérives. Parce que toutes ces données, donc, ils les centralisent, Mhm. et eux, après, mettent en place un système algorithmique Mhm. qui fait que dès que tu as une contradiction sur une de tes déclarations, peu importe si tu as fait une déclaration qui correspond pas, par exemple, à la Sécu, mais qui correspond pas avec une déclaration que tu as fait à la CAF, Mhm. ton dossier ressort et tu es contrôlé par le service concerné. Oh. Ouais, c'est du flicage automatisé ça. C'est ça. Et le problème, c'est que normalement, les données sont censées être anonymisées. Mhm. Donc le fait qu'ils arrivent à profiler les gens, il est là, tu vois aussi le problème de la RGPD, enfin du non-respect de la RGPD. Mhm. Totalement. Si c'est rattaché à des personnes, ce n'est plus des données anonymes, c'est donc des données qui sont sur ta vie privée. C'est ça. Et donc là, c'est une violation de la RGPD. Tout à fait, c'est une violation de la RGPD. Mhm. Donc, ce qu'on peut voir aussi par là, donc que contient le fichier FICOBA? Le fichier FICOBA liste tous les comptes bancaires ouverts en France, ça on l'a vu. Mhm. Nom et adresse de la banque qui gère le compte, identité du ou des titulaires. Donc tu vois déjà rien que dans la source officielle, ils sont en train de C'est déjà officiel que c'est rattaché à une personne. Ça n'a rien d'anonyme, ça, en fait. non, et puis voilà, qu'ils sont sur une violation en fait de loi. Mhm. C'est-à-dire qu'ils n'essayent même plus de cacher les apparences en fait. Pourquoi ça n'a pas sauté alors quand la RGPD, ça La RGPD est effective depuis 2018. ça aurait dû sauter alors avec. Justement, Ou alors du moins, cette partie-là, l'identité du ou des titulaires. c'est ça. Mais le problème, c'est que tu vois que de toute façon, il y a des augmentations de contrôle qui sont exponentielles en fait. Mhm. Là où avant, tu avais le petit agent qui faisait des contrôles, le fonctionnaire d'État qui faisait des contrôles, là, il y a une dynamique d'industrialisation. On est passé du petit filet, enfin de la canne à pêche, au gros filet d'industriel de pêche, tu vois, pour essayer de... Alors, on fait plus de tri, on fait du... Et on attrape en masse. le problème même, c'est que j'ai eu vent d'informations comme quoi des gens avaient été sanctionnés. On leur a mis des accusations Oui. qui n'étaient pas fondées. Alors, Il y a même de l'abus, notamment à la CAF, au niveau des présidents de région Mhm. qui sous règlement des nouvelles lois pour mettre des amendes ahurissantes en fait. Est-ce que c'est pas quelque chose du genre... C'est-à-dire, moi, j'ai des automatiser exemples de personnes qui sont sorties de contrôle de la CAF. Ouais. La CAF a validé qu'il y avait rien à déclarer. Mhm. Et où ces fonctionnaires d'État, ces hauts fonctionnaires d'État, mettaient des amendes malgré tout. Donc, Et après, le problème, là, il joue sur la résignation des gens.
qui connaissent pas leurs droits, où il faut saisir les tribunaux administratifs, ce genre de choses. Alors peut-être que l'amende est automatique et qu'il faut alors faire une démarche pour se libérer de cette sanction. C'est ça. Ils sont dans une logique comme ça. On vous raquette d'abord et si vous voulez pas, vous le dites ensuite. C'est ça. Donc, qui peut avoir accès au fichier FICOBA, donc titulaire du compte, son curateur ou son tuteur, l'un de ses héritiers. Donc ça va, tu peux avoir, s'il y a tes parents, tu peux aller regarder leur fichier FICOBA, tu peux demander leur fichier FICOBA. Je vais pas en priver, ça. D'autres personnes et organismes ont également accès au FICOBA. Il s'agit notamment de l'administration fiscale. Des officiers de police judiciaire, de certains juges, des notaires en charge d'une succession, ça je comprends encore, des commissaires de justice, oui, je comprends, de certains agents de la CAF, c'est pas précis ça. Et d'ailleurs, je vous passe que la CAF... D'accord. Le gros point noir, c'est ça, c'est que la CAF, elle est générée par les départements, donc tu vois, il y a un... Et pourquoi ils disent certains agents de la CAF? C'est la CAF alors à ce moment-là, tout simplement. Pourquoi dire qu'il y a une forme fait, de retenue alors qu'il n'y en a pas? Ah, c'est les contrôleurs de la CAF, en fait. Mm-hmm. Ceux qui contrôlent les allocataires, en fait. C'est eux qui doivent avoir sans doute... Oui, mais ils auraient dû mettre la CAF, ce serait plus honnête. Parce que s'il y a un doute, mais ils vont tout de suite voir l'agent. Oui, mais en fait, là, tu vois, c'est mettre la responsabilité sur l'individu et non sur l'organisme. Parce que justement, ce que je te dis, il y a un petit jeu dégueulasse par rapport à ça. Ouais. Donc, là, c'est le fameux Europarl nous parlait justement d'une circulaire faite par la Banque de France sur l'argent liquide. Et qui a analysé justement les habitudes de paiement des Français sur les 3 dernières années. Donc, on peut voir par exemple que la répartition de paiement au volume de points de vente en France est très majoritairement en espèces. Tu vois, on est sur du 68% en espèces contre 27% de cartes et autres. On est sur 5% en moyenne, ouais, voilà. Ça diminuait déjà avant le Covid, mais c'était quand même toujours majoritaire. Et là, en 2022, c'est kiff-kiff, c'est moitié-moitié. Ah, en fait, c'est la reprise. Là, 2022, on ressort tout doucement de la crise, du Covid. J'aurais été intéressé d'avoir la donnée de 2021, tu vois, en plein Covid, comment c'était, pour que là, on voit si ça a baissé ou pas. Parce que là, il manque quelques années qui étaient intéressantes. Ça aurait été intéressant d'avoir justement 2020, 2021, pour voir s'il y a eu vraiment un effet Covid, à quel point il était grand et à quel point donc, il s'est résorbé. C'est intéressant de voir les données aussi en temps de crise. Elles ne sont pas représentatives d'une fonctionnalité en général, mais c'est aussi intéressant de les analyser. Donc, tu peux voir par exemple, mais tu vois, donc forcément, il y a eu une diminution sur 2019. En fait, sur ces années clés, tu vois, il y a eu une partie Covid. Oui. Après, il y avait déjà des problèmes de paiement. Enfin, ça a été des années difficiles de crise financière. Les gens ont commencé à l'avoir difficile. Donc, tu vois, c'est assez orienté quand même finalement. Oui, fortement. Mais là, on voit sur 2022 un regain. Et si tu veux mon avis, ça va continuer à augmenter. On voit qu'il y a, par exemple, 57% des consommateurs qui considèrent qu'il est important d'avoir la possibilité de payer en espèces. Donc, même si on ne paie pas forcément en espèces, en avoir la possibilité, en avoir la liberté, c'est quelque chose d'important. Bon, les 20% des paiements non récurrents sont désormais réalisés en ligne, ce qui reste insignifiant en fait. Enfin, c'est une somme. Oui, mais bon, par rapport... Et 92% des consommateurs trouvent facile ou très facile l'accès à un point de retrait des billets de banque. Ils vont plus trop la trouver. Ça va diminuer. Ça va diminuer. Ah bah ça, en fait, tu vois, ça, ils ont dû le faire à Paris, tu vois. Attends, ça va être marqué, c'est noté. Banque Centrale Européenne, calcul. Oh, j'espérais qu'il y aurait une définition. Parce que bon, j'ai un doute qu'ils ont posé ça à la province, tu vois. Oui, je pense que, tu vois, déjà, ça serait déjà beaucoup plus significatif.
part des espèces dans les moyens de paiement en volume en zone euro en 2022 et évolution depuis 2019. Alors, en 2022, l'Italie, l'Espagne, la Grèce sont des pays qui ont une part importante justement du paiement. Tandis que... Pas tandis en fait, regarde, c'est ça. 3 pays qui ont connu une crise économique importante privilégient encore le paiement en espèces. Mais l'Allemagne aussi, elle est devant la France. Ah, et en plus, ce n'est que la zone euro, on n'a pas toute l'Union européenne. D'accord. Je pense que sur ça, bon, en gros, on voit quand même que on va pas forcément plus continuer là-dessus parce que le problème, c'est que tu vois, je trouve qu'il est orienté. Mais Oui. par contre, une chose qui est certaine, c'est que même si ça a été fait à Paris, Ça ne change pas le fait que les gens veulent payer en espèces. voilà, Ils veulent en avoir la possibilité et ils le font. c'est exact. C'est pas envie d'avoir le reliquat d'une ancienne habitude. Non, ils en font l'usage encore quotidiennement. Donc maintenant, on arrive sur une définition de comment va fonctionner l'euro numérique. Officiellement, quand ça a été annoncé, là c'est parce que ça a été remis à jour pour la publication pour gagner en visibilité, mais historiquement, ça c'était plus ou moins le projet initial. Ce que j'avais lu dans l'article, c'était comment on nous vendait l'euro numérique au départ. Dans son essence, donc on va voir et on va voir comment, au bout de 3 ans, où on en est. Pourquoi la BCE tient-elle à lancer sa monnaie numérique? Au cœur d'un contexte économique en pleine ébullition dans lequel l'argent liquide disparaît progressivement du quotidien des consommateurs, laissant parallèlement de plus en plus de place à la crypto-monnaie, l'Europe tente de se raccrocher aux branches. Ce mercredi 28 juin, un cadre législatif vient d'être présenté à Bruxelles par la BCE. Concernant la mise en circulation de l'euro numérique, si le projet laisse dubitatif professionnels comme particuliers qui peinent encore à comprendre l'utilité de cette monnaie, ok. Comment va fonctionner l'euro numérique? La BCE, de son côté, doit encore étayer ses arguments, mais nous aiguille néanmoins sur une utilisation de l'euro numérique sur une carte ou un smartphone pour des paiements en ligne d'ici 2028. Donc, Ils se donnent 5 ans. Enfin, ouais, au départ, c'était ça. L'idée, là, quand même, ça fait déjà 2 ans, 2 ans qu'on commence plus ou moins à nous titiller, mais là, on rentre dans la phase où ils vont commencer à faire les premiers tests. Il y a 2 ans, donc 2021. Plus ou moins. En fait, en réponse au yuan numérique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que l'Europe qui veut faire ça. Il y a aussi la Fed qui compte faire aussi un e-dollar. En fait, la Chine a montré le pas et ils veulent continuer. La Chine a eu des idées de contrôle et l'Occident ne veut pas rester en reste. Donc, zoom sur les avantages de l'euro numérique. Facilité d'utilisation pour tous. Gratuité. Donc, on te joue sur la gratuité là où l'argent liquide l'est autant. Là où la banque prend des frais, par exemple, pour les commerçants. Donc, tu vois, c'est une façon d'introduire ça dans les commerces. Vous ne paierez plus au début. On va en venir, Adam, on va en venir. Là, on est dans l'idée du départ, comment on nous présente le projet. Très bien. Écoutons les promesses. Sécurisé par la loi. Une évolution positive pour les consommateurs. Je vois pas trop. Un système de paiement anonyme. Sortir d'une dépendance européenne envers les modes de paiement internationaux. Soutenir l'autonomie économique de l'Europe. Alors, à part le dernier point où je suis sûr qu'ils sont de bonne foi. Donc là, tu vois, l'euro numérique va-t-il remplacer les espèces? Donc ils essayent, tu vois, déjà de lever un des premiers freins quand on nous présente l'euro numérique, c'est ils ont une volonté d'enlever l'espèce. Tout citoyen se pose cette question. Oui. Mais comment vont-ils le présenter? Bon. Bien qu'en perte de vitesse et boudé à grande échelle par les usagers, l'utilisation des... Déjà, l'utilisation des espèces n'est pas vouée à disparaître. La BCE cherche également à calmer le doute sur ce point. L'euro fiduciaire restera en circulation dans les 20 pays d'Europe.
Encore largement utilisé pour les échanges de seconde main entre particuliers, comme pour les ventes effectuées sur les plateformes telles que Le Bon Coin ou dans les vides-greniers, entre autres. En gros, il voit que l'espèce, les billets et les pièces de monnaie auront vocation à cohabiter avec l'euro numérique. Les utilisations distinctes des deux types de monnaie ne viendront pas contredire leur avenir respectif. Pour l'espèce, c'est une sorte d'antique moyen de paiement qui doit être utilisé pour chiner dans les antiquaires. C'est pour le système du troc, tu vois. Remplacer les espèces par une monnaie virtuelle ne fait donc pas partie des plans de la Banque Centrale Européenne qui, en dématérialisant l'Europe, cherche en revanche à s'asseoir la souveraineté de sa monnaie continentale dans un futur proche. Déjà, l'euro, c'est pas déjà... c'est des... Ils ont oublié un truc, ils auraient dû mettre l'émoticône clin d'œil. Non, mais rien que le début du premier paragraphe, bien qu'en perte de vitesse, c'est boudé à grande échelle par les usagers. On a bien vu, hein, les autres graphiques. C'est pas boudé à grande échelle. Alors, Diana Prince nous pose une question. Selon vous, les paiements par téléphone, mode sans contact à la caisse, c'est égal, plus sécu ou plus craignos que la CB classique? Perso, j'aurais déjà un doute sur la sécurité des données. Alors, la sécurité des données sur le paiement sans contact, elle est garantie, puisqu'en fait, on est toujours sur un système de puces qu'on appelle RFID. Mhm. Et en fait, ces puces sont, par essence, déjà anonymisées. Oui. La limite, en fait, c'est la sécurité que tu mets déjà dans ton portable dans ton usage habituel. Après, le problème avec les puces RFID, c'est qu'elles sont facilement piratables. Mhm. Tout comme une application mobile. Hein. Oui. Enfin, quoique quand même la puce de carte bancaire est quand même plus sensible. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus facilement piratable par le commun des mortels, là où il va falloir une certaine technicité pour pirater un téléphone portable. Mais c'est faisable. Mais ça reste faisable, Mhm. avec les bons outils, Il y a un peu de ou savoir. ne serait-ce que le phishing actuellement qui a Mhm. son essor. Je sais pas pour toi, mais moi je reçois à peu près une dizaine d'appels par jour de numéros étranges, divers et variés, me Bon, proposant des choses magiques. Ah, toi aussi. Oui. Il faut leur faire confiance. Hein. Ils m'ont juré, mon chien viendra sous 8 jours, ils me remboursent. Mon chien, Moi j'ai eu la dernière fois un oncle que je ne connaissais pas en Côte d'Ivoire, et il est décédé, et il y avait un héritage, et il fallait que je paye 1500 euros pour toucher 1 million d'euros. Attends, mais ça se trouve, c'est le même, on était de la même famille, en fait. Bon. En résumé, face au yuan de la Chine et aux ambitions monétaires des États-Unis et du Royaume-Uni, la BCE a annoncé la préparation d'un texte de loi pour la mise en place de l'euro numérique d'ici 2028. L'utilisation de la monnaie virtuelle européenne sera plafonnée pour protéger les banques et les consommateurs de l'instabilité financière. En quoi ça va les... Non mais, là c'est du bullshit total. Mais sera plafonné pour protéger. Alors, en quoi l'euro numérique va les protéger de l'instabilité financière? Genre, c'est la monnaie. Eux, ils pensent que c'est la monnaie qui gère. Ben, une monnaie numérique ne peut pas être utilisée par la planche à billets. Tu vois, la planche à billets, il faut mettre du papier, il faut l'activer, etc. Ah, donc ils ont fait l'easy money, mais on va vous mettre le. En fait, voilà, la solution, c'est pour plus. Ok, d'accord. C'est encore la même chose. Il manque de créativité. Honnêtement, il faut qu'ils arrêtent. Honnêtement, il faut qu'ils arrêtent vraiment, quoi. Donc, ils engagent des personnes très compétentes. Les paiements en euros numériques seront entièrement gratuits et accessibles à tous. Les espèces ne disparaîtront pas des 20 pays européens, assure la BCE. Pourquoi c'est la BCE tout d'un coup qui assure ça? Les autres points n'ont pas été affirmés par la BCE? Bah, parce que en fait, c'est la BCE qui va gérer l'euro numérique, en fait. Oh, mais vous leur assurez. C'est Madame Lagarde qui est en garde de ton argent. En garde à vue, oui. En garde à vue. Tu penses que c'est sa place? Non, garde-meuble. Donc bon, ça c'était à l'époque.
grosso modo, ce qu'on entendait partout quand ils ont annoncé Le projet. le projet euro numérique. Mhm. Et on a eu On a une question avant de passer au document suivant. on a une question. On utilisait un code comme dans les Sims. Oui. Code Motherload égale 40 000 $. Il y en avait un meilleur. Il y en avait un pour les 100 000 $ Sims. Moi, pour ceux qui ont la ref, moi je pense à Warcraft 3, Greed is Good 50 000, qui me donnait 50 000 unités d'or et de bois. Voilà, c'est les gamers qui doivent donner des leçons à la banque. Donc, voilà. Donc là, on a un article qui est sorti. Alors, on nous a dit que il serait anonyme dans l'article précédent. Oui, mais il disait ça déjà aussi du fichage de virements bancaires. Bon, alors voilà un petit article. La nouvelle lubie de l'Union européenne, l'euro numérique. La mise en place d'un euro numérique constituerait un moyen de paiement électronique utilisable pour chacun dans la zone euro comme les espèces actuellement. Il serait sûr et facile à utiliser. Si les espèces sont sûres et faciles à utiliser, que les banques privées proposent déjà des services de paiement numérique, pourquoi aller inventer un euro numérique? Ça, c'est déjà une bonne question, je pense. Oui. Des explications de Christine Lagarde n'étant pas claires et comprises à ce sujet, nous pouvons dire qu'il y a encore un loup européen en vue. Et donc, on va cliquer pour voir ce qu'il en est. Sur BFM TV. Oui, BFM Business, attention. Ah. Un petit problème. Voilà. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, s'est exprimée hier devant quelques députés sur le projet d'euro numérique. Je cite, « Nous travaillons à protéger la vie privée, mais puisque l'argent numérique laisse une trace sur la blockchain, ce ne sera pas entièrement anonyme, comme c'est le cas avec un billet de banque. » Cyril, alors concrètement, on a du mal à comprendre quel est le rôle de l'euro numérique. Ça ne serait ni centralisé ni décentralisé. Bon, concrètement, à quoi ça sert ? Eh ben justement, c'est pas clair et ce qui a été dit justement le montre également. La problématique de l'euro numérique, c'est sa lisibilité. S'il y a eu autant de questions, c'est que les gens ne comprennent pas. Est-ce que c'est un euro digital? Est-ce que finalement on utilise la blockchain? Si on utilise la blockchain, c'est censé être décentralisé, mais finalement c'est aussi aux mains de la Banque centrale. La problématique est forte et surtout, on le voit, Christine Lagarde peine à présenter de façon claire ce projet. Ça montre, voilà, les personnes qui critiquent l'euro numérique ou de manière générale les monnaies de banque centrale de ce type-là, c'est justement le fait de pouvoir avoir un œil sur toute la chaîne de transactions, avec tout ce que ça peut impliquer. Puisque finalement, on transforme quelque chose qui était censé être décentralisé vers quelque chose qui va être de plus en plus regardé, scruté, analysé et potentiellement contraint. Donc, voilà, c'est juste l'aveu que ce n'est pas simple à comprendre, qu'il va y avoir un besoin de pédagogie, voire un besoin de faire évoluer le projet. Donc, il va avoir un besoin de pédagogie et de faire évoluer le projet. Pour expliquer une partie, c'est que la blockchain, quand on fait une monnaie numérique, rend chacune de ces monnaies infalsifiable et unique en même temps. Ce qui en permet la traçabilité totale. On sait par où c'est passé et qui l'avait. Donc à ce moment-là, on ne peut pas garantir une anonymisation totale de l'usage de ce genre de monnaie. C'est pour ça qu'il y avait cet argument qui disait que la criminalité utilisait le bitcoin, on l'a entendu un nombre de fois incalculable, pour sévir, parce que c'était anonyme. Mais s'ils avaient vraiment la volonté de vouloir tracer, ils pouvaient mandater. Pour le bitcoin, c'est qu'il n'y a toujours pas il n'y a pas mainmise sur le créateur en fait. C'est ça. Oui, puis il y a même des rumeurs comme quoi j'ai vu cette semaine comme quoi il serait peut-être sans doute suicidé le vrai créateur. Donc la ruine.
Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que, en fait, quel est le projet? Si ce n'est pas, enfin, s'il y a déjà des paiements numériques qui existent, Mhm. les banques le proposent. Pourquoi imposer l'euro numérique? Ça, c'est première question. Après, il faut qu'ils arrêtent de faire des fausses promesses du style l'anonymisation et compagnie. Ce sera strictement impossible. Mais on connaît les enjeux. Ils veulent créer ça. Comme je t'ai dit, c'est les Chinois qui l'ont mis en place et ils veulent imiter les Chinois. Donc, on va aller regarder vite fait ce qui s'est passé en Chine sur la création du yuan. Oui, le yuan est la monnaie officielle de Chine et elle a lancé une version électronique. Le Enfin, yuan. avant ça, on va revenir sur le Danemark, la fameuse propagande actuellement Mais il faut un exemple, un projet type. Donc, ils ont eu recours au Danemark, qui a... Le Danemark a fait quoi? il a limité. En fait, il y a encore 13% parce que tu vois, c'est quand ils disent un pays sans argent liquide, c'est faux. Fondamentalement, c'est faux parce qu'il y a encore 13% des dépenses qui se font en espèces. C'est du Donc, pour moi, c'est sans argent, c'est 0%, tu vois. Mhm. Mais de plus en plus de commerçants tendent à ça, puisque en fait, il y a des plans au niveau des banques où maintenant, en fait, grosso modo, tu payes des frais à ta banque si tu vas déposer de l'argent liquide. Mhm. Ce qui risque de s'étendre dans toute l'UE. Hein. C'est en fait, en gros, c'est un phénomène danois et ça risque c'est comme ça qu'ils vont, on va dire, développer l'utilisation du numérique, c'est-à-dire abaisser les frais bancaires ou les conditions d'accès au TPE pour les entreprises. Pour attirer. Voilà. Et en fait, mettre des frais cachés sur le dépôt d'argent fiduciaire. Donc, en fait, par mécanisme, tu orientes les habitudes de consommation. Ils veulent rendre non rentable le fait d'utiliser les espèces. Et au Danemark, on a une petite explication. On va vous montrer la vidéo qui est là. Dans cette supérette de la gare de Tastrup, dans la banlieue de Copenhague, Jesper Holten fait un test. Est-il toujours possible ou non de régler en liquide ici? La question occupe beaucoup l'esprit de ce militant des droits des personnes aveugles et malvoyantes. Comme les commerces sont tenus par la loi d'accepter les paiements liquides, la plupart du temps cela reste possible. Mais il m'est en effet arrivé de me retrouver sur un marché ou dans un magasin d'alimentation où les commerçants m'ont précisé qu'ils sont tenus d'accepter mon argent liquide, mais qu'ils préféreraient que je règle par carte. Jesper Holten est né à... C'est ce que je viens de t'expliquer. Ils sont dans la loi l'interdit pas encore, mais on oriente les commerçants à prendre plus de l'argent liquide, de l'argent, on va dire, dématérialisé que l'argent fiduciaire. Ah, c'est déjà organisé dans ce sens-là au Danemark. En fait. Voilà. Donc, en fait, on est en train de te dire, ah, c'est magnifique, ils sont dans le progrès. Donc, ça, c'est tu vois, ça va être le premier point de la fameuse pédagogie qu'on nous expliquait dans le projet initial de l'euro numérique. Aveugle, il paye lui-même souvent à l'aide d'une montre connectée à qui il donne des ordres vocaux, mais comme l'ensemble des membres de l'association pour laquelle il travaille, il est farouchement opposé à la fin de l'argent liquide. C'est de plus en plus difficile, en particulier pour nos membres les plus âgés. Il y a encore 10 ans, ils pouvaient aller dans leur agence bancaire au coin de la rue pour demander à la personne au guichet de les aider à sortir l'argent dont ils avaient besoin et ainsi régler leurs courses dans un magasin proche. Aujourd'hui, cet exercice est bien plus difficile, si ce n'est impossible. Ça reprend ce que je te disais, système bancaire où ça devient en France compliqué d'avoir un conseiller juste pour du retrait d'argent et compagnie, tu vois. Donc en fait, le Danemark a déjà une avance par rapport à la France sur la mise en place du processus. Mais il en ressent encore plus les effets, en fait. Voilà. Selon Jesper Holten, devoir constamment composer un code PIN est angoissant et oblige aussi parfois les personnes aveugles à dévoiler leur code secret à une personne tierce. Qu'ils l'acceptent ou non, c'est la fin programmée de l'argent liquide. L'an passé, seuls 12% des paiements ont été effectués en liquide au Danemark. Mais selon ce représentant de l'une des plus grandes organisations bancaires du pays, la forte diminution des transactions en liquide est une bonne nouvelle. Nous sommes très heureux d'en être arrivés. Je m'étonne que c'est une bonne nouvelle pour lui. Ceux qui contrôlent le système veulent avoir encore plus de crochets pour manipuler les gens.
arrivé à cette situation, car en 2022, le Danemark n'a pas connu un seul braquage. Il y a encore 20 ans, il y en avait 200 par an. Aujourd'hui, de nombreuses banques n'ont plus du tout de liquide. Dans le passé, des personnes souffraient de syndrome post-traumatique après avoir été victimes d'un braquage. Mais pour ce lobbyiste des entreprises spécialisées, Alors, le rapport bénéfice-risque. Mhm. On en revient un peu... Bon, désolé, c'est un petit parallèle, mais... Tu sais, par rapport à l'époque du virus qui tousse. Mhm. Ce qu'on pouvait y voir par rapport à ça, c'était le rapport bénéfice-risque de la médecine globale. On va Mhm. dire ça comme ça. Qui était complètement disproportionné. Là, on est encore dans cette même logique, dans ce même mécanisme de réflexion. C'est-à-dire que combien de personnes ont subi un braquage dans une banque Mhm. par rapport au nombre de personnes non valides ou ayant des handicaps dans le pays, que ça va paralyser, et les personnes âgées qui n'arrivent pas à utiliser des ordinateurs. Mhm. Sachant qu'il y a des chiffres qui sont sortis, il y a à peu près, ils parlent de d'ici 20 ans, on aura à peu près 60% de taux de ce qu'on appelle des analphabètes du numérique, c'est-à-dire qui auront énormément de mal, Combien 60% de la population. Pour la France, pour l'Europe? Pour le monde. Wow. Donc comment tu veux qu'on continue dans un sens comme ça en fait. Qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce que ça va pas finalement paralyser l'économie? Mhm. Ça va créer deux castes. La caste de ceux qui peuvent marcher dans la partie numérique et une partie marginalisée de la population qui, elle, est condamnée à utiliser l'argent en espèces. Comme ici, justement, dans cet exemple, l'argent en espèces est plus facile d'usage pour les personnes qui, par exemple, sont non-voyantes. Et ce n'est qu'un exemple tout simple, en fait. On va continuer, on va voir l'argument du banque. spécialisé en sécurité, le secteur bancaire danois est en train de commettre une erreur qui pourrait coûter très cher au pays, surtout en cette période de tension avec la Russie. Si nous sommes un jour victimes d'une cyberattaque, nous n'aurons pas d'alternative, car d'ici quelques années, nous n'aurons plus d'argent liquide. Au bout de quelques jours, nous serons confrontés à une situation comparable à une guerre civile. Les gens vont devenir fous et commencer à se battre. Si les organisations bancaires jugent ces propos extrêmes, la question de l'argent liquide agite bel et bien la société danoise. Il y a quelques semaines, la justice a condamné cette chaîne de café à une amende de 40 000 couronnes pour avoir refusé des paiements en liquide à ses clients. C'est vrai, rien que l'aspect technique, on ne l'avait pas évoqué. Un pays ou une région qui est bloquée, qui n'a pas accès à l'électricité ou à Internet, serait complètement coupé du système bancaire. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu mets en place des mesures, il faut toujours penser à un plan B, enfin un plan de secours si ça vient, si le principal est court-circuité. Celui qui est censé t'améliorer la vie est court-circuité. Là, encore une fois, on voit qu'il n'y a aucune anticipation aussi sur ce projet. Ça veut dire que c'est juste une lubie en fait. Moi, je le vois comme ça, juste une lubie. C'est prendre de plus gros risques pour des bénéfices minimes. Et en fait, on peut revoir. Donc, la Doxa nous vend au Danemark, sans cash, pas de braquage. On voit à quel point il y a peu d'arguments si on ressort cet argument qu'il n'y a pas de braquage. Voilà, sans argent liquide disponible, les braquages ont disparu. Le Danemark a pour la première fois dans son histoire moderne connu une année sans braquage de banque. Oui, alors du coup, quand tu es désespéré, tu fais plus de braquage de banque, tu braques une supérette et tu voles le paquet de chips et la bouteille d'eau. Oui, parce que ça aussi, il va varier. Ça sera intéressant de voir l'augmentation de la vente, du vol à l'étalage. Tu vois. Oui, si on peut pas, si les désespérés ne peuvent plus voler de l'argent, par exemple, de façon toute simple, on va aller vers une forme de violence plus forte. Une évolution de la violence. Voilà, il y aura un changement de violence. On en revient maintenant donc au yuan numérique. Alors, les clients de la banque chinoise DBS veulent désormais réaliser des transactions avec la monnaie digitale de la Banque centrale de Chine, rebaptisée ICNY.
Donc on utilise le terme nous, E-Yuan, mais le vrai terme réel, c'est ECNY. Ouais, c'est l'identifiant monétaire international du yuan. D'accord. Ce jeudi gros plan sur la Chine qui continue le développement de son yuan numérique, ECNY, alors que certains fonctionnaires en Chine sont déjà payés en yuan numérique. Mhm. Il y a du nouveau concernant cette monnaie digitale de la banque centrale MDBSC. Mercredi, DBS Bank China a lancé une solution qui permet à ses clients d'effectuer des transactions avec le-CNY. Cette solution permet aux entreprises clientes de DBS China d'encaisser les paiements de leurs clients en ECNY et de bénéficier du règlement automatisé de l'ECNY directement sur leur compte de dépôt. Donc 13,6 milliards de yuan numériques sont déjà en circulation sur ce test, ce qui correspond à peu près à 2 milliards de dollars américains. Voilà, je veux dire, ça a l'air très peu en fait. Voilà. C'est vraiment un titre de test alors. Oui, mais il déploie déjà la chose. DBS croit en l'avenir de ces solutions et estime que le yuan numérique est appelé à intervenir une solution de paiement au quotidien pour les Chinois. L'initiative est un peu expérimentale pour le moment, mais elle s'intègre dans une stratégie plus large en faveur d'une infrastructure de paiement instantané, utilisant les crypto-monnaies et la tokenisation comme principe de base. C'est un signe de confiance significatif en faveur de cette monnaie digitale émise par la Chine depuis avril 2020. Donc tu vois, ils ont déjà un temps d'avance. Et 2020, date où l'Union européenne veut partir sur l'euro numérique. Oui. Donc tu vois, c'est vraiment la réponse. Une bonne synchronisation des projets en fait. Qui commence à prendre de l'ampleur. Selon la Banque centrale de la République de Chine, il y a 13,6 milliards de yuan numériques en circulation à fin 2022, l'équivalent de 2 milliards de dollars, ce que je t'avais dit. Cette monnaie numérique est déjà acceptée dans 26 villes et 17 provinces chinoises. Donc voilà pour la forme de la mise en application. Et le problème, donc tu vois, ils nous ont dit qu'ils payaient des fonctionnaires avec des yuan numériques. Oui. Le problème qui risque d'arriver aussi dans le projet qui dit pas son nom pour l'euro numérique, puisqu'ils calquent leur projet sur les Chinois. Donc forcément, faut voir les Chinois comme un temps d'avance sur ce qui va arriver. C'est l'avenir de leur projet en fait. C'est l'avenir du projet comme il est actuellement. Donc, la CDBC chinoise aura bien une date d'expiration. Donc en fait, cet article nous montre que le e-yuan a une date limite de consommation. Donc tu es fonctionnaire, tu reçois de l'argent, tu ne peux pas en disposer comme tu veux, puisque il faut absolument que tu dépenses tes crédits avant cette date impartie, sous peine de tout perdre. Oui. Il faut que tu consommes, que tu dépenses, sinon cet argent il disparaît de lui-même. C'est un mode d'anti-stockage. Nous en savons un peu plus sur la monnaie numérique de la Banque centrale en circulation en Chine. Selon les sources bien informées, le gouvernement chinois pourra fixer une date d'expiration du yuan numérique. Cela aura notamment pour objectif de mieux contrôler les économies et transactions des citoyens. Cette restriction imposée au yuan numérique relève encore une fois à quel point la CBDC est différente des monnaies numériques décentralisées comme le Bitcoin. Oui, le Bitcoin ne périme pas. Difficile de détenir indéfiniment vos yuan numériques. Depuis quelques années, plusieurs banques centrales développent une version numérique des monnaies officielles de leur État. La Chine fait notamment partie des précurseurs de cette vague de développement des monnaies numériques de banques centrales. Ce pays est également un véritable cas d'école, donc tu vois, un cas d'école, révélant à quel point ce type d'actif est dangereux aussi bien pour les économies que les libertés des citoyens. Selon Crypto News Flash, la monnaie numérique de la Banque centrale chinoise aura une date d'expiration. Les utilisateurs du yuan numérique seront donc obligés de dépenser leurs fonds avant la date d'expiration fixée par le gouvernement. Si cela n'est pas fait, les utilisateurs perdront tout simplement leur argent. Donc, et puis si t'as pas les identifiants d'une personne que tu connais, un parent qui décède, considère cet argent comme perdu. Oui, enfin, en Chine, l'héritage n'est pas la forme préférée d'enrichissement personnel. Non, c'est vrai, mais en se basant sur... Mais c'est typique, en fait, de la politique de contrôle qu'il y a en Chine. C'est dans le même ordre d'idée que, par exemple, le fichage des citoyens et les caméras à reconnaissance faciale. Donc, on se donne les moyens pour contrôler les individus, et si on contrôle, à défaut de contrôler directement leur argent, on contrôle la façon dont cet argent sera dépensé. Et on s'assure que les citoyens ne puissent pas emmagasiner de trop grosses sommes, parce qu'à ce moment-là, ils auraient une marge de dépenses dangereuse, en fait. Donc la CBDC est un danger pour nos économies et nos libertés. La décision du gouvernement chinois
d'imposer une date d'expiration à sa CBDC révèle à quel point ces actifs sont loin de constituer l'alternative de la crypto-monnaie comme l'affirment certains États qui l'adoptent. Bien que la CBDC soit basée sur la blockchain, sa forte centralisation en fait un danger permanent pour les citoyens. C'est sans aucun doute pour cette raison que certains États abandonnent leur projet de développement d'une CBDC. En effet, la CBDC est émise et contrôlée par la Banque centrale. Le prix de la CBDC est exactement équivalent à la monnaie nationale, dont elle est juste une version numérique. C'est ça le tout premier problème. En effet, dans le pays où les monnaies nationales sont durement frappées par l'inflation, la valeur de la CBDC s'effondre avec celle de la monnaie officielle. L'inflation n'est pas un phénomène touchant seulement les États pauvres. Aujourd'hui, les pays riches ne sont pas à l'abri. Dans ce contexte, la crypto peut constituer une alternative comme en Amérique latine ou au Nigeria. Il y a des pays qui ont adopté le Bitcoin comme monnaie officielle. C'est bien ça. C'est pour ça qu'ils reviennent sur cet événement. Mhm. Par ailleurs, la CBDC représente une menace pour la vie privée ainsi que la démocratie. Andrés Arauz, ancien directeur général de la Banque centrale de l'Équateur, l'avait d'ailleurs reconnu en août 2022 en évoquant l'euro numérique. En effet, le fait que les autorités soient au courant de toutes les transactions financières des citoyens et même la possibilité de les arrêter est une atteinte grave à la vie privée et à la liberté. Dans les États moins démocratiques, cela pourrait donner lieu à l'identification aisée des militants et opposants qui fuient la répression politique grâce à sa décentralisation. La crypto rend pratiquement impossible de telles atteintes à la liberté individuelle. Donc, et il y a eu aussi des exemples en Chine qui montrent que il y a eu des exemples en Chine qui montrent tout simplement qu'il y a des procès avec l'usage des caméras SafeCity, dont on invite les gens à aller voir la vidéo que nous avons fait sur JO Paris 2024. Vous trouverez la vidéo sur YouTube, sur notre chaîne. Voilà. Mhm. Et l'usage, et que des procès sont adressés aux citoyens. Il y a un flicage qui est généralisé. Donc, est-ce que ça serait pas utile pour la France, avec son fameux dossier Ficoba, d'y intégrer ces données? Ce serait pour elle. Là où il y a eu des problèmes, bon, après il y a eu des réajustements par rapport au Ficoba. Mhm. Et encore, ça, ce n'est qu'à l'échelle française. Il faut voir grand, il faut voir Europe. C'est ça. Voir Union européenne. Parce que le Ficoba, on voit tout simplement qu'il a été d'abord... en fait, il y a eu une mesure, il y a eu cette année en mai-avril, une demande de voter pour que... Parce que Bruno Le Maire avait demandé d'avoir à Bercy tous les comptes des Français. Et c'est pour ça qu'il voulait renforcer Ficoba, en fait, de manière à rendre le fichier en instant direct avec les banques. Alors Ficoba, pour l'instant, c'est cette méthode alternative qu'a le gouvernement français. Non, c'est la méthode qu'ils sont en train de créer. Mais s'ils arrivent directement à l'euro numérique avec... là, il n'y a plus besoin de la faire voter, la loi, puisqu'ils auront accès, en fait, à... Voilà, de fait. Mais peut-être que Ficoba, en fait, c'est à l'échelle française, donc contrôlé par le gouvernement français, alors que l'euro numérique, c'est contrôlé par la Banque centrale européenne. C'est ça. Donc, en fait, ils se battent pour avoir le système de contrôle sur les citoyens français. C'est un système de contrôle qui se fait pirater par un autre système de contrôle. Donc, voilà ce qu'il faut... Voilà ce qu'il faut. Donc, ce qu'on peut voir, donc, je pense que ceux qui auront encore beaucoup de cash au moment de l'interdiction pourront faire des fortunes. Moi, je pense qu'il y aura des parallèles de marché noir d'espèces, parce qu'on ne pourra pas institutionnaliser et interdire totalement l'argent liquide. Au niveau constitutionnel, ce sera très compliqué en fait de le faire passer. La Constitution risquerait de l'interdire. Donc, mais par contre, on peut le limiter ou on peut faire en sorte que les agents de change dans les banques ralentissent cette disponibilité à l'argent direct. Donc, par contre, il est fort probable qu'il y ait un marché noir de l'argent liquide. En fait, que ça puisse créer même un marché noir de l'argent liquide. Ouais, chaque tentative de contrôle crée une contre-offensive dans le monde du non déclaré ou de l'illégal.
Alors, si vous croyez encore à la théorie du ruissellement, pensez-vous que ce sera possible avec de l'argent qui n'est plus liquide? C'est pas mal cela. Je valide. Je valide, Adam. Je voulais la caser, c'est pour ça avant la fin. Non, en tout cas, je pense que la méfiance des Français, au vu de ce qui est en train de se passer, il va falloir d'un peu plus de pédagogie que l'arrêt de braquage des banques pour que les Français adoptent l'euro numérique. Surtout, est-ce que tu voudrais être payé dans une monnaie qui a une DLC, enfin une date limite de consommation? Non, merci, je me contenterai d'un billet impérissable. Enfin, c'est comme quand il y avait eu, par exemple, le dollar qui n'était plus indexé sur l'or, et à ce moment-là, ça a été la voie ouverte à plein d'abus. Là, on rajoute encore un autre paramètre à la monnaie, c'est qu'elle perd en valeur, elle perd toute sa valeur à partir d'un moment. Non, puis surtout, moi, je pense aussi qu'il y a une volonté aussi, une volonté de contrôle, parce que en fait, le problème, c'est que ce qui emmerde surtout le gouvernement français, c'est la fuite de capitaux. Fuite de capitaux fiduciaires, du coup. Oui. Et qu'il va y avoir, pour moi, à mes yeux, une nouvelle stratégie qui va être mise en place économique. C'est-à-dire qu'on va garder toujours une inflation de 4 à 6% annuelle et forcer les Français à racheter leurs dettes. Moi, je pense que c'est ça l'avenir, en fait, pour la France économique. C'est que ils vont forcer les Français à acheter de l'obligation d'État de manière à ce qu'ils récupèrent le sujet qu'on avait traité la dernière fois, qui récupèrent un peu plus leurs dettes souveraines. Le problème, c'est que ça va être très compliqué parce que ça va encore pressuriser encore plus les gens, en fait. Allez voir d'autres vidéos sur l'inflation, c'est bien fait aussi. Ça sera en complément avec mes propos, c'est sûr. Mais oui. Donc l'euro numérique aurait tout son intérêt par rapport à ça. Et c'est aussi pensé dans ce sens-là pour le yuan numérique, c'est que quand ils disent que les fonctionnaires sont payés avec l'UA numérique, c'est-à-dire que l'argent qu'ils ont est dans cette monnaie qui ne peut pas venir de l'extérieur, ils sont obligés de l'utiliser sur place, donc la corruption internationale est annihilée à ce moment-là. Et les fonds ne quittent plus la Chine à ce moment-là, à part peut-être s'il y a un consensus global à l'échelle des BRICS, mais ça on verra une autre fois. Ah, on a Diana Prince qui dit CBDC, ennemi numéro 1 de Darmanin. C'est pas mal, ça, là, j'aime beaucoup. Parce qu'il avait tenté d'interdire le CBD en France. C'est pour cette raison. Momoji qui nous dit mais en plus, si péremption égale plus de possibilités d'épargne égale pas de nouvelles voitures, nouveaux logements. Il faudra vivre à crédit. Bah justement, ça c'est une autre volonté aussi de l'État, c'est qu'ils ont envie que tu ne possèdes rien, que tout soit à crédit en fait. Ouais, il y a déjà plein de lois qui t'empêchent d'accéder à la propriété. Là, ce sera en fait pratiquement de facto cette impossibilité. Ou il crée un compte épargne Bitcoin. C'est ça. Ouais. Mais sauf que le problème du Bitcoin, c'est que la principale faiblesse du Bitcoin, c'est les États. S'ils légifèrent, c'est fini en fait. C'est ça la vraie crainte des crypto-monnaies, c'est vraiment ça, c'est une légifération, que l'État intervienne et légifère sur. C'est pour ça que quand il y a des projets de loi qui se répandent, le Bitcoin prend dans l'aile et se relève ensuite. Parce que ça n'aboutit jamais pour l'instant. Mais généralement, ce que tu peux voir, c'est que le Bitcoin prend en valeur sur des moments de crise. Oui. Enfin, moi, c'est comme ça que je... Après, il finit par faire aussi ses pertes aussi, mais dans les faits, dans l'immédiateté de la crise, il a une impulsion. Il faudra qu'on traite le Bitcoin. Ça ferait un bon sujet. Ça pourrait être pas mal. Donc, bon, nous allons vous laisser. On va faire une petite pause de 10 minutes. Et... Profitez-en pour vous resservir quelque chose à boire. Profitez de la vidéo d'intermission. Et aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne Adam Yvan.